Vous n'avez pas connu cette guerre invraisemblable. Alors que pouvez-vous savoir du poids que nous avons porté durant ces longues années de 14 à 18? Un poids plus lourd que les obus les plus imposants, plus lourd qu'un char d'assaut avec tout son blindage, son moteur éructant et ses 2 hommes, plus lourd encore qu'un cuirassé de marine aux canons aberrants. Si lourd, certains matins, que je me demandais par quel miracle mes coutures ne rompaient pas, et comment les muscles, les tendons, les vertèbres de mon compagnon d'infortune, eux non plus, ne cédaient pas. D'une seconde à l'autre, sous la tension, je m'attendais au pire. À un craquement ignoble qui aurait vu la chute de mon porteur, ou bien mon cuir éventré et le contenu au sol, comme aimanté par la gravité de cette terre qui a dévoré tant d'hommes. Combien de fois me suis-je maudite? Impossible de le dire. Tant de temps a passé. Je me revois simplement au pied de grandes maisons, dont les murs de granit donnaient à leurs habitants, pour quelques secondes encore, étirer à l'infini l'illusion de la sécurité. Pauvres êtres. Rien n'aurait pu les protéger. Pas même l'isolement d'une ferme ou la solitude d'un hameau. Plus lentement que la balle d'un fusil, mais autrement plus méthodique, je les retrouvais. La main du facteur soulevait mon cuir tanné et fouillait mes entrailles pour en extirper une lettre que chacun, dans la pièce immobile, regardait soudain comme une grenade au mécanisme hésitant. Puis des doigts tremblants décachetaient la lettre, et là, aux larmes de joie ou aux sanglots, je découvrais avec soulagement ou horreur la vraie nature de ce que j'avais apporté. Et en repartant, trop rarement allégé malgré le courrier en moins, ce n'étaient pas les chaos du chemin qui m'infligeaient cette douleur sourde. C'était de savoir qu'après mon passage, pour cette épouse ou pour ce père, pour ce grand-oncle ou pour ce fils, la lumière du soleil, à travers les fenêtres insouciantes, semblerait tout d'un coup une insulte. Le rire le plus innocent, une gifle. C'était de savoir que le monde entier, comme sous l'effet d'une lèpre fulgurante, aurait perdu pour eux toute sa beauté. Tel était mon fardeau. Trop lourd, bien trop lourd, oui. Pour un malheureux facteur, comme pour une simple besace.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Pour le confort de tous les spectateurs, nous vous remercions de bien vouloir replier vos parapluies au début du spectacle. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, malgré cette pluie qui en même temps symbolise d'une certaine manière l'émotion, la grisaille de ce 11 novembre 2018. 1918 fut un moment, certes, de joie, mais surtout de libération, après tant d'années de sacrifices, y compris sur cette terre du Pays de Meaux. Et le moment de commémoration que vous allez voir dans quelques instants est là justement pour que nous le partagions ensemble dans nos cœurs. Sans plus attendre, et avant que tout cela ne commence, je voudrais demander à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Patrick Septier, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, et Jean-François Parigi, député, de me rejoindre. Ils ont été très présents pour la préparation de tout cela et je suis heureux qu'ils soient à l'honneur avec nous, avec l'ensemble des élus du Pays de Meaux qui ont préparé à votre attention ce moment de commémoration. Patrick. Merci. Sachez que pour moi c'est un honneur d'être ici parmi les Meldois et les Meldoises sur ce grand site magnifique du musée de la Grande Guerre pour partager ce spectacle. Il y a un siècle qui s'est écoulé depuis la signature de la Convention d'armistice et depuis 4 ans, la France honore et met un point d'honneur à multiplier les manifestations. Ce soir à Meaux, nous partons du point d'honneur pour finir par un point d'orgue. Je voudrais que toutes et tous gardiez en mémoire ces rendez-vous patriotiques, culturels, éducatifs à l'esprit. Comme le dit fort justement Winston Churchill, qui fut un homme d'État autant qu'un chef de guerre, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Alors, ce soir, souvenons-nous à qui nous devons la liberté et souvenons-nous-en pendant très longtemps. Merci. Valérie. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est à quel point nous sommes tous émus et bouleversés de ce formidable mouvement qui a emporté toute la France depuis quelques jours, ce chemin de mémoire que nous faisons tous pour rendre hommage à nos grands-pères, à nos grands-mères, aux soldats, aux poilus, à tous ceux qui ont sauvé notre liberté et qui ont sauvé la France, tous ceux qui sont morts pour la France, tous ceux qui sont revenus invalides, toutes les veuves de guerre. Et ce moment de recueillement, ce moment de mémoire, eh bien, il trouve ici, tu l'as dit Patrick, son point d'orgue. Parce que Meaux, c'est la Grande Guerre. Et le travail extraordinaire que Jean-François Copé a fait avec la collection de Jean-Pierre Fernet sur ce musée, qui est le premier musée d'Europe, eh bien, trouve aujourd'hui vraiment tout son sens. Alors je voudrais juste, pour conclure et peut-être ouvrir le spectacle, vous rappeler cette citation d'un jeune soldat qui disait « Dans le silence noir et l'enfer des canons, nous voulons que notre sacrifice assure la liberté de nos fils et du monde à venir. » Voilà pourquoi les poilus se sont battus. Et cette citation, elle est de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, l'écrivain, qui a tellement bien décrit cette
grande guerre et qui, bientôt, rentrera au Panthéon de la France. Alors merci à tous les jeunes Meldois, merci à tous ceux qui, à Meaux, ont organisé ce spectacle, merci à vous d'être si nombreux venus aujourd'hui pour rendre cet hommage vibrant à tous ceux qui ont fait la France, à tous nos ancêtres. Merci Jean-François. Merci beaucoup Valérie, merci. Merci beaucoup. Redescends. Cher Jean-François Paridji, monsieur le député, chère Valérie, madame la présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, cher Patrick, mesdames et messieurs les élus des villes allemandes jumelées, mesdames et messieurs les élus des communes du Pays de Meaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques et des anciens combattants résistants et déportés, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'ouvre aujourd'hui, au milieu de vous, cette cérémonie d'hommage et de souvenir du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Avec émotion d'abord, en songeant au sacrifice et au courage de ces millions d'hommes et de femmes qui ont tant donné et si souvent tout perdu pour sauver notre patrie, la France, et son idéal de liberté et de démocratie. Avec fierté ensuite, parce que le musée de la Grande Guerre et la cérémonie qui s'y déroule sont le résultat d'un immense travail de recherche, de réflexion, de passion et de mémoire autour d'un conflit qui a bouleversé le visage de la France, de l'Europe et du monde. Ce musée est une grande œuvre collective, ambitieuse, qui fait de notre territoire marqué dans sa chair par la bataille de la Marne un haut lieu du souvenir de ce conflit. À l'image de notre musée, le spectacle que nous vous proposons ce soir est un concentré de mémoires individuelles et collectives. Ce moment fort qui nous réunit tous ensemble nous rappelle que les destins qui se sont noués ici sont étroitement mêlés et résonnent encore aujourd'hui. Nos soldats, qui craignaient que leur force d'âme, leur ténacité, leur bravoure ne sombrent dans l'oubli, continuent ainsi, 100 ans après, d'être honorés. Commémorer la fin de ces combats terribles réveille notre mémoire, inspire notre intelligence et suscite notre vigilance pour que plus jamais l'Europe ne redevienne le théâtre de nouvelles tragédies. Avec les élus du Pays de Meaux et l'équipe du Musée de la Grande Guerre, je suis heureux de vous présenter ce spectacle. Il est l'aboutissement de plusieurs mois de travail et de dévouement de la part des services techniques de notre ville, d'artistes, d'élèves meldois et de leurs enseignants qui ont œuvré sous la direction du Musée de la Grande Guerre pour vous présenter cet événement inédit et je les en remercie du fond du cœur. Mais merci également à chacun d'entre vous d'être venu. Votre présence est un magnifique témoignage de cette envie de connaître son passé pour mieux construire le monde de demain. Je vous souhaite à tous de passer un moment d'émotion et de partage qui, je l'espère, correspondra fidèlement à la mémoire de ces poilus de toutes origines, de toute sensibilité, de toute confession, dont le message pour les générations futures tenait en 3 mots. Plus jamais ça. Ma chérie, c'est forcé que la guerre se déclare. Je marche avec bon cœur et dans l'espoir d'en enfiler plusieurs au bout de ma baïonnette. Quant à moi, lorsque je serai parti, je t'interdis de te faire de la bile. Je n'ai aucun regret de m'être engagé. Il y a beaucoup de réservistes et de territoriaux qui partent. Eux me font de la peine, car ils ont des femmes et des enfants,
tandis que les Bleus ne laissent pas de famille dans la misère. Chers parents, quand vous recevrez cette lettre, je serai sur le front et je ferai comme notre capitaine a dit. Quand vous arrivez, vous êtes une machine à vous battre. Que disent les civils? Tient-il bon? Voilà les questions dont m'assaillirent hier matin les machines à combattre, dont j'ai le désespoir de faire partie. Le voyage s'est effectué dans de bonnes conditions, sans incident notable, si ce n'est la fatigue inévitable due à ce déplacement trop long, augmentée par le cafard de rejoindre la vie brutale des tranchées après quelques jours, et hélas trop court passé à l'arrière au sein de la famille. Henri a été en permission. Si seulement c'était mon tour d'y aller. Quel bonheur ce serait pour moi, je t'assure. Mais le rêve est loin, hélas, car ici elles sont toujours supprimées. Il faut espérer se revoir encore. Ma chérie, je te dirai, mon aimé, que j'attends toujours tes lettres avec impatience. Je vois bien, ma chérie, en ce moment comment je tiens à toi. L'absence de tes missives me crée un vide immense, et j'ai le cafard de ne pas savoir si tu vas mieux. Ma chère Jeanne, je reprends espoir de te revoir avec cette horrible guerre où tous les jours de pauvres soldats sont tués. Comme le mouton, on attend son tour. Et moi, qui en ce moment suis bien malade, on me force à marcher et à aller dans les tranchées. Mais pensant à toi et à ton petit Lulu, je vais reprendre courage et tâcher de survivre à ce fléau. Je reviens des tranchées, 3 jours dans la souffrance morale, malade physiquement, pleurant la perte de maman. Cette guerre est inhumaine. Que veux-tu? Des horreurs de la guerre, il y en a des milliers d'exemples. À la guerre comme à la guerre. Ce n'est pas en pleurant qu'on améliore. Une fois de plus, on n'en est pas mort. Monsieur et Madame Desmas, je m'efforce de vous écrire quoique cela me fasse bien de la peine. Le 26 septembre, nous avons attaqué. Mon Dieu, je n'ai plus le courage de vous le dire. Votre fils a été blessé, mais il n'a pas été possible de le sauver. Ma chère dame, la guerre est une chose terrible. Vous, chers parents de mon ami, vous ne saurez croire combien j'ai hésité à faire cette lettre. Recevez mes plus sincères et profonds regrets. Oh oui, Jeanne, nous avons raison, nous autres, de le dire. La guerre, c'est la misère. La guerre, c'est la ruine. La guerre, c'est la mort. Et c'est fini. Voici la feuille blanche sur la table, et la lampe tranquille, et les livres. Aurait-on jamais cru les revoir lorsqu'on était là-bas, si loin de sa maison perdue? On parlait de sa vie comme d'une chose morte. La certitude de ne plus revenir nous en séparait comme une mer sans limite. Et l'espoir même semblait s'apetisser, bornant tout son désir à vivre jusqu'à la relève. Il y avait trop d'obus, trop de morts, trop de croix. Tôt ou tard, notre tour devait venir. Et pourtant, c'est fini. La vie va reprendre son cours heureux. La vie va reprendre son cours heureux. Oui, oui, la vie va reprendre son cours heureux. Pardonnez-moi. Les souvenirs atroces qui nous tourmentent encore s'apaiseront. On oubliera, et le temps viendra peut-être où, confondant la guerre et notre jeunesse passée,
nous aurons un soupir de regret en pensant à ces années-là. C'est vrai, on oubliera. Oh, je sais bien, c'est odieux, c'est cruel, mais pourquoi s'indigner? C'est humain. Oui, il y aura du bonheur, il y aura de la joie sans vous. Car, tout pareil aux étangs transparents, où l'eau limpide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l'homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. La douleur, les haines, les regrets éternels, tout cela est trop lourd, tout cela tombe au fond. On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera lentement du cœur consolé de ceux qu'ils aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois. Vous avez gagné la cause la plus sacrée, la plus grande bataille de l'histoire, la liberté du monde, disait le maréchal Joffre. Cette immense cause nous oblige au souvenir et à la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui en ont été les serviteurs. Les vies brisées, les destins sacrifiés, les familles déchirées, les hommes mutilés, les centaines de milliers de noms gravés sur les monuments qui jalonnent les villages de France sont la mémoire d'une nation et de tout un continent éprouvé par ce drame. À la violence extrême s'est ajoutée l'absurdité. Absurdité qui pouvait faire perdre à ceux qui en étaient les acteurs le sens de leur combat. Comment tenir dans le tumulte de l'horreur de ce conflit et dans son insoutenable et interminable longueur? Leur volonté et leur héroïsme ne se sont pas affaiblis pour autant. Malgré l'angoisse, le chagrin, la faim, le froid, la boue, les rats, la maladie, ces hommes
ont livré leur vie si riche de promesses au service de leur patrie, à la soif de liberté et à l'espoir de paix qu'ils chérissaient au fond d'eux comme une lueur dorée brillant dans la nuit. Malgré leur fatigue et leur abattement, malgré l'omniprésence de la mort, malgré l'absurdité de l'horreur, ils gardaient en ligne de mire non pas tant l'ennemi, mais le désir, même dissipé par l'épreuve du quotidien, de gagner. Gagner pour délivrer la patrie, gagner pour retrouver la liberté, gagner pour en finir. Se souvenir, c'est s'approprier par la force des témoignages l'horreur qu'ils ont vécue et la grandeur de leur sacrifice. Pour ne jamais oublier les 10 millions de disparus militaires, les 9 millions de pertes civiles, les 21 millions de blessés. Si les chiffres nous aident à prendre la mesure de l'ampleur du drame, si les mots nous aident à conceptualiser l'horreur, c'est la solennité d'instants comme celui que nous vivons ce soir qui nous permet de nous en imprégner pour que nous n'ayons jamais, ni nous, ni nos enfants, à revivre une telle tragédie. La familiarité de la mort, c'est la marque de la barbarie, de l'anéantissement de la civilisation, de la négation du caractère sacré de la vie humaine. La banalité du mal dont parlera ensuite Hannah Arendt pour décrire une barbarie plus sordide et plus inouïe encore, celle de la Seconde Guerre mondiale, prend une partie de ses racines dans l'horreur des tranchées, comme un prélude au crime abominable que l'Europe découvrira à peine plus de 20 ans plus tard. Mémoire d'un conflit qui a marqué comme aucun autre la France, mémoire d'un conflit qui a fait basculer le monde, mémoire d'une guerre qui a illustré l'admirable capacité du sursaut français. Voilà pourquoi il est essentiel de commémorer le 11 novembre. Les derniers témoins directs ont disparu. Nous sommes, nous, les porteurs de mémoire de ce conflit aux conséquences majeures pour notre société. Alors, en ce dimanche 11 novembre 2018, à l'unisson des 130 chefs d'État réunis à Paris, comme de tous ceux qui sont rassemblés dans chaque ville et chaque village de France, n'oublions jamais la souffrance et les sacrifices consentis. Je vous le dis avec gravité, pour préparer et protéger l'avenir de notre pays, nous devons connaître et comprendre notre histoire. Je vous invite à respecter maintenant une minute de silence.
Cette magnifique ode à la joie, interprétée par les enfants de Meaux sous la houlette de Nicole Rouillet, rappelle combien l'Europe est unie aujourd'hui. Liberté, paix, solidarité, autant de valeurs partagées qui émanent de cette musique au langage universel. Notre hymne européen est un témoin du chemin parcouru tout au long du XXe siècle pour affermir la paix depuis les prémices de 1918. Vous l'avez entendu tout au long de la semaine évoquée, une paix qui était loin d'être gagnée d'avance. Le soir même du 11 novembre 1918, le grand Clémenceau confiait au général Mordac « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera le plus difficile. » Le 11 novembre à 11 h, les Alliés acceptent l'armistice demandé par le gouvernement allemand. Il met fin à plus de 4 années de combats effroyables pour tout un continent. C'est le destin du monde qui se joue alors à travers la longue et laborieuse négociation de ces traités de paix. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu alors, c'est que la Grande Guerre, ayant entraîné des bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux d'une ampleur inédite et dans un temps record, rien ne serait plus après comme il en était avant. La fin des combats se solde par l'abdication volontaire, bien qu'inconsciente par l'Europe, de sa prééminence mondiale au profit de la puissance américaine, dont l'intervention aura été décisive. L'Europe se retrouve également menacée par la montée en force de l'Union soviétique, qui cherche à étendre son régime totalitaire sur l'ensemble du continent. Mais l'Europe se retrouve surtout, du fait des conséquences désastreuses du traité de Versailles, foudroyée en plein cœur par la montée inexorable du fascisme et du nazisme que la pâle société des nations et la naïveté des démocraties seront incapables d'endiguer. La Grande Guerre a considérablement changé la face du monde et la vie de nos sociétés. Des progrès considérables dans le domaine des sciences, des technologies, de la santé ont été accomplis. Cette guerre, enfin, a libéré la parole et permis aux femmes de commencer leur long combat pour leurs droits et leur émancipation face aux hommes. Oui, le XXe siècle est né en 1918 à la césure de la Première Guerre mondiale. Et c'est cela que nous avons voulu raconter avec le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Vous le savez, je vous l'ai souvent raconté, ma rencontre avec Jean-Pierre Vernet le 11 novembre 2004 fut le point de départ de cette magnifique histoire. La collection unique au monde de 65 000 objets de la Première Guerre mondiale qu'il a constituée tout au long de sa vie semblait n'intéresser personne. Alors, ce collectionneur passionné, ce grand Français, a trouvé ici des responsables politiques dont la main n'a pas tremblé. Ainsi est née la décision de bâtir ce musée sur cette terre où se déroula la terrible et glorieuse bataille de la Marne de septembre 1914 pour assurer la transmission de la mémoire de ce conflit mondial ancré dans notre histoire locale. Nous sommes fiers d'avoir fait de cette œuvre collective le plus grand musée d'Europe consacré à la Grande Guerre. Fiers et heureux du succès populaire qu'il rencontre, avec plus de 750 000 visiteurs depuis son ouverture, 9 000 visiteurs aujourd'hui. Le musée de la Grande Guerre n'est pas un lieu où l'on oppose les perdants aux gagnants ou les gentils aux méchants. C'est un lieu où l'on parle des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu cette période tragique pour mieux exprimer avec force notre désir de paix. C'est un lieu de réconciliation à l'image de la dimension à la fois mémorielle et pacifique que nous avons voulu donner à cette célébration du centenaire. Vous le verrez par exemple en découvrant l'exposition « Famille à l'épreuve de la Grande Guerre » qui vous plongera dans le quotidien tragique des familles. Cette exposition d'ailleurs, elle nous invite à remettre en perspective leurs souffrances avec nos petits tracas quotidiens pour relativiser nos mécontentements du moment. Nous vivons aujourd'hui dans une Europe en paix. Et avec le temps qui passe, cette paix nous semble parfois si évidente que nous ne croyons plus la guerre possible. Pour autant, la montée de l'euroscepticisme et du populisme d'un côté, la montée du terrorisme et la violation des principes de la Charte des Nations Unies de l'autre rappellent à quel point le dialogue entre les pays est de plus en plus menacé. Alors je veux ici, pour conclure, adresser à chacune et chacun d'entre vous un ultime message. L'immense succès de la construction européenne, c'est qu'à l'exception du terrible conflit dans l'ex-Yougoslavie, dont les responsables ont été jugés et condamnés, notre continent
n'a plus connu la guerre depuis 1945. Mais c'est dans ce succès que réside paradoxalement sa faiblesse. Si la paix devient une routine, si la mémoire se met à flancher, nous risquons de perdre de vue la fragilité de son existence et l'importance de notre vigilance à son égard. L'héroïsme des millions de soldats et de leurs familles dont nous honorons ici la mémoire doit être le fil conducteur de cet attachement sans cesse renouvelé à la préservation de la paix sur notre continent et à l'échelle du globe. Je le dis en tant que responsable politique, mais surtout en tant que père de famille, et je veux le partager avec chacune et chacun d'entre vous du fond du cœur. Nous avons la responsabilité immense de transmettre cela à nos enfants. Bâtir, entretenir, moderniser l'Union européenne, cette maison commune, est une exigence de tous les jours. Je suis convaincu que c'est par ce type d'événements et de lieux de mémoire que nous contribuons aussi à construire une Europe durablement apaisée et rassemblée. Mais cela commande de se prémunir des extrémistes et des populistes qui se nourrissent des inquiétudes et des peurs pour prospérer et détruire. Puisse ce moment de commémoration et ce spectacle inspirer au plus grand nombre d'entre vous une volonté d'engagement au service de la France, de l'Europe et de la paix. Je vous remercie. Merci au cœur des enfants constitués de la maîtrise du Conservatoire de musique du Pays de Meaux, les élèves de l'école Alain II, les élèves du collège Dunant et Nicole Rouillet, chef de chœur pour ce moment. Et je voudrais maintenant accueillir, et je voudrais que vous lui fassiez une ovation, Jean-Pierre Vernet, qui est l'homme à qui nous devons cette collection unique au monde. Je voudrais qu'il me rejoigne avec à ses côtés l'ensemble musical Calliope et avoir une pensée particulière pour Hubert Reeves, qui a eu malheureusement un problème de santé, qui n'est donc pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a enregistré un message et un certain nombre de textes qu'il nous dit à l'écran et qui s'adresse ainsi à vous. Je vous passe maintenant le relais. Jean-Pierre, c'est à vous. Et je veux profiter de ce moment d'émotion pour vous dire tout ce que la France vous doit. Vous êtes un grand Français. Merci. Vous êtes réunis aujourd'hui à Meaux, devant le musée de la Grande Guerre, pour un événement important, la commémoration du centenaire de l'armistice. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. J'ai eu la mauvaise idée de me casser la cheville et je suis maintenant retenu pour plusieurs semaines dans un hôpital à Paris. Mais je suis de tout cœur avec vous. Je vous propose de vous rejoindre virtuellement avec un système de vidéo. Nous pourrons ainsi dialoguer avec Jean-Pierre Vernet et les musiciens de l'ensemble Calliope. Cher Hubert, oui, la musique est là pour porter ton message. Ton message, c'est une histoire, celle de notre univers. Une histoire vieille de 14 milliards d'années. Ton message, c'est donc, grâce à la compréhension du passé, de pouvoir s'interroger sur notre présent et notre futur. C'est ce que nous aimons faire avec les musiciens de l'ensemble Calliope. C'est ce que nous avons fait pendant 8 ans avec Jean-Pierre Vernet et avec l'équipe du musée, et j'aimerais les en remercier. Comme vous le voyez, les intempéries ne permettent pas de sortir le Guarneri del Gesù de Christophe Giovanninetti ou tous les merveilleux instruments joués par les musiciens de l'ensemble Calliope, ou de sortir mon alto qui a connu Mozart puisqu'il date de 1777. Mais nous avons passé toute la nuit dernière à enregistrer pour vous le programme musical. Ce programme musical, nous l'avons conçu avec toi, Jean-Pierre. Nous l'avons conçu avec toi, Hubert. Nous l'avons conçu pour vivre ce moment si particulier aujourd'hui. Et nous avons souhaité écouter la musique du passé, celle de Mozart.
de la mettre en regard avec une autre musique, mais du présent, celle du compositeur bien vivant, Philippe Hersant. Vous savez, c'est toujours une très vive émotion que d'entendre une œuvre musicale pour la première fois, de vivre ensemble ce que l'on appelle une création mondiale. En 1791, Mozart avait vécu la création mondiale de son opéra « La Clémence de Titus ». Mozart avait 35 ans. C'était sa dernière année à vivre. Il avait écrit 626 œuvres musicales. Et l'air que nous allons entendre, « Altri lacrime », les autres larmes, dans cet air, Mozart nous aide à pleurer, chacun en soi-même, au plus profond de soi, avec une immense humanité, pleine de pardon et de réconciliation. Nous faisons partie d'une longue histoire qui dure depuis 14 milliards d'années. Et je me pose toujours des questions sur le sens de notre existence dans ce grand univers. Il arrive que des observations scientifiques faites dans des contextes de laboratoire ordinaires apportent des découvertes qui influencent profondément toute la pensée humaine. En particulier, il y a le cas de Galilée en 1610 qui observe pour la première fois les montagnes de la Lune, qui découvre que la Lune a des montagnes. Sachant que la Terre a des montagnes, il en conclut que la Terre est un astre. Du coup, nous apprenons que la Terre n'est pas le centre du monde. Vers 1925, Edwin Hubble, aux États-Unis, observe les mouvements des galaxies.
il découvre que ces galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Il en conclut que l'univers est en expansion, que l'univers a une histoire, et du coup, nous nous retrouvons dans cette histoire. Nos vies sont des chapitres de cette histoire. En 1965, des radioastronomes découvrent ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est une lueur qui a été émise au tout début du cosmos, il y a environ 14 milliards d'années. Le message que nous envoie cette lueur, c'est l'état du cosmos au tout début. Cet état est un état totalement instructuré. Il n'y a aucun organisme, aucune structure à cette période. L'ensemble nous apprend que l'univers a une histoire. Cette histoire, c'est le passage de cet état instructuré des débuts jusqu'à l'état grandement structuré d'aujourd'hui, avec tous les systèmes que nous connaissons, galaxies, étoiles, planètes, êtres vivants, animaux, microbes, molécules, atomes. Et nous découvrons que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance de la complexité à partir de cet état désorganisé jusqu'à aujourd'hui, et que dans cet univers, une des structures les plus richement organisées, c'est le cerveau humain. Ce cerveau humain doit vivre dans un milieu hostile. Il développe pour cela des armes, à commencer par des frondes, des flèches, des fusils, des canons, des bombes atomiques. Et c'est ainsi que l'être humain se trouve en possession d'une formidable puissance qui, aujourd'hui, nous le savons, nous menace nous-mêmes. La Grande Guerre, dans sa tragique histoire, est une folle course aux armements. Aujourd'hui, en ce centenaire du 11 novembre 1918, je ne peux rester insensible devant cette sorte de suicide programmé d'une Europe qui se croyait le phare de la civilisation. Je ne peux que m'interroger devant cette première et plus que meurtrière offense au XXe siècle naissant. Enfant, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un père qui avait 20 ans en 1940, j'ai presque immédiatement rencontré, côtoyé et accompagné ceux des années 14. Ceux qui avaient connu l'horreur des tranchées, les bombardements terrifiants, ceux qui rêvaient encore des copains disparus, ceux qui ne parvenaient toujours pas à oublier les plaintes des mourants et cette bestialité partagée est comme venue du fond des âges. C'est pour ces raisons que beaucoup, dès 1918, s'étaient rassurés en pensant que les incomparables sacrifices consentis ou imposés ne pouvaient qu'ouvrir les portes à un monde nouveau. Pour eux, la civilisation venait de vivre la der des der. Nous savons tous qu'il en fut autrement. Pour moi, le destin a fait que 30 ans après cette lamentable offensive sur le chemin des Dames, un endroit tant maudit par les hommes en avril et mai 1917, l'enfant que j'étais découvrait avec étonnement et curiosité cet étrange paysage. Je me retrouvais à côtoyer des survivants de la Grande Guerre, ceux qui venaient pèleriner ce souvenir sur un des hauts lieux de leur jeunesse, volée et sacrifiée. Je les ai vus rire et pleurer, s'étreindre ou s'isoler. Ils retrouvaient des copains, les vivants, mais aussi les morts. Ainsi mon voyage en leur compagnie a débuté, et depuis, leurs regards ne m'ont jamais plus quitté.
Ce musée est l'aboutissement de ma quête. Comprendre, partager et faire que le temps et l'oubli n'effacent pas cette histoire, leur histoire. André Pézard était l'un d'eux. André Pézard était l'un de ces poilus. Un poilu écrivain qui a laissé son témoignage, puis a continué son combat vers l'espérance en traduisant Dante. Et c'est vers sa version de la Divine Comédie que s'est tourné le compositeur d'aujourd'hui, à qui nous avons commandé une œuvre, Philippe Hersant. Il nous offre ainsi son regard à travers les temps. Il a choisi d'appeler cette œuvre Purgatorio, le purgatoire, quand le poète laisse enfin derrière lui le monde si cruel de l'enfer et où l'âme humaine, de monter au ciel, redevient digne. En 1914, chaque homme se retrouve derrière un fusil, une baïonnette, un canon. Certains défendent des valeurs,
des idéaux, une patrie, une famille. D'autres s'indignent, s'insurgent et même se révoltent. Mais pour beaucoup, ils subissent. Mais comment faire autrement? Ainsi, chaque homme portait sa part d'un lourd et tragique fardeau, celui d'une histoire qui trébuchait et sanglotait. 14-18, je vois une terre meurtrie, calcinée, outragée par les hommes, mutilée par les obus, souillée par l'acier. 14-18, les paysages sont devenus lunaires, la terre est sans vie. Son seul mais terrible terreau est celui des morts. Mais la poudre et les gaz empêchent tout retour à la vie. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que la nature reprenne ses droits. Aujourd'hui encore, les cicatrices de la Grande Guerre veinent le champ de bataille. Et de loin en loin, les nécropoles, comme apaisées, mais ancrées dans la terre pour l'éternité, semblent murmurer « N'oubliez pas ». Chacune sous le soleil comme sous la pluie égrène des noms, des dates, et chaque croix, chaque stèle, chaque ossuaire semble nous appeler à la vigilance. Qu'en est-il de ce nouveau monde voulu par ceux de 14, mais aussi ceux de la France libre, ceux de la résistance, ceux de la France combattante? Lorsque la nuit est claire et que je regarde la Voie lactée et sa myriade de scintillements, il m'arrive d'imaginer que les étoiles représentent la conscience de toutes les générations disparues et que leur lueur, même bien tremblotante, serait celle de toutes les âmes errantes, celles qui, privées de tombeaux, n'ont pas encore trouvé la paix. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la gestion de cette puissance. Sommes-nous en mesure de coexister avec elle ou sommes-nous condamnés à disparaître par cette mauvaise gestion? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Une première réponse est particulièrement rassurante, c'est que nous vivons depuis plus de 70 ans dans une trêve qui dure depuis la fin de la dernière guerre et dans laquelle il n'y a pas eu de guerre mondiale. C'est une bonne nouvelle. Et ça nous amène à revenir sur l'historique de l'évolution du duel, si on peut dire, entre l'homme et sa puissance et sa violence. Là, deux informations importantes nous arrivent. Deux évolutions, une inquiétante, l'autre rassurante. Une première évolution se manifeste par la croissance de la puissance destructrice des armes que les hommes ont pu mettre au point. À partir de l'arc, de la flèche, du canon, de la bombe atomique, aujourd'hui, nous constatons que nous allons vers des armes de plus en plus puissantes et nous savons que nous pourrions, avec nos armes, détruire la vie sur la Terre. Eh bien, dans un sens, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, la guerre fait peur. Un premier événement qui illustre bien la situation, c'est que récemment, quand le président des États-Unis et le président de la Corée du Nord se sont disputés en brandissant leurs armes nucléaires, eh bien, quelques semaines plus tard, ils se retrouvaient à Singapour et se donnaient la main. La guerre fait peur parce que nous savons aujourd'hui qu'elle pourrait ne pas avoir de vainqueur. C'est ça la première évolution positive. La bonne nouvelle, c'est la confirmation du fait que la violence humaine diminue au cours des milliards d'années. Cela a été montré par l'étude des squelettes
dans les fosses communes de ces milliards d'années. L'humanité devient de moins en moins violente. La probabilité de mourir de mort violente, soit par la guerre, soit par l'assassinat, est maintenant au plus bas. En même temps, le prestige du héros guerrier a perdu beaucoup de sa fougue et aujourd'hui, nous vivons dans une humanité qui semble moins violente, plus prête à respecter la vie que ce qui se passait au moment de l'Empire romain ou au moment des pharaons. Ça, c'est la bonne nouvelle rassurante. La vie étant, les saisons se suivent et peu à peu, le temps efface la mémoire des générations disparues. Ainsi, c'est comme si tous les morts allaient inexorablement mourir pour la deuxième fois. Mais cette histoire, leur histoire, ne doit pas s'effacer. Ce qui s'est passé pendant 1568 jours, 1568 nuits, ne peut se diluer à jamais dans les larmes du temps qui s'écoule. Les 70 millions d'hommes mobilisés entre 1914 et 1918 n'étaient pas des brutes. Par les cris, la musique, le dessin ou l'humble artisanat de tranchées, ils ont résisté à l'innommable, mais surtout voulu témoigner. Le musée qui se trouve derrière nous est une sorte d'écrin dédié à cette mémoire. Il faut aussi le comprendre, enfin je le crois, comme une sorte de testament. Cette sanglante enfance dans la marche en avant de l'humanité se doit d'éclairer notre présent, mais elle doit aussi nous permettre de construire un avenir meilleur. Car attention, et les siècles passés le prouvent, la paix est une notion fragile, d'autant plus qu'aujourd'hui, en ce début du 3e millénaire, nous savons que pour préserver la paix, c'est une question de vie ou d'extinction. Une autre menace nous guette, c'est la destruction de notre habitat par l'activité humaine qui pourrait également entraîner notre disparition. Le saccage de notre planète par nos activités, l'émission de gaz carbonique, le réchauffement climatique qui s'ensuit, l'érosion de la biodiversité, risque de nous mettre dans des conditions invivables. La question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps pourrons-nous encore supporter cette destruction? C'est le futur de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en péril. Face à ces menaces, certaines personnes se demandent s'il convient vraiment de préserver l'existence de l'humanité qui construit elle-même les armes de sa destruction et ne pas la laisser s'effacer elle-même avec une fraction importante de la vie sur la Terre. Eh bien, à cela, on peut répondre ceci. L'humanité, les humains, n'ont pas fait que des bêtises. Ils ont fait des innovations qu'aucune autre espèce n'aurait pu faire et qui disparaîtraient si on devait disparaître. En cela, je pense en particulier à un de ces joyaux venant de l'humanité, c'est l'art, c'est la culture. Aujourd'hui, nous savons que si nous disparaissons, les termites ne respecteront pas les Stradivarius. Dans son langage imagé, la Bible nous parle de la création du monde. Elle nous raconte que Dieu
après le 7e jour de la création, jeta un regard sur tout cela et dit que cela était bien. Mais l'homme qui arrivait à cet instant ne fut pas d'accord. Il s'est dit, on peut encore faire mieux. Et ce qui fait mieux, l'instrument d'amélioration du monde, c'est l'art, et en particulier, je vais parler de la musique dont nos musiciens nous réjouissent ce soir. Le but de l'artiste, effectivement, on peut le considérer, c'est celui d'embellir le monde en ajoutant à ce qu'il y a déjà tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Rappelons-nous qu'il y a quelques siècles, on n'avait pas eu sur la terre Bach, Mozart, Beethoven, tous vos compositeurs favoris. On peut espérer qu'en élevant l'âme des humains, les arts soient en mesure de progressivement neutraliser les instincts guerriers de notre humanité et en ce sens permettre un avenir paisible, fructueux.
Les musiciens? Merci beaucoup à vous tous d'avoir attendu sous la pluie. La musique est là pour nous réchauffer et je tiens à vous dire que tous les musiciens sont là. Ils regrettent de ne pas avoir pu jouer en live pour vous, mais ils vont le faire maintenant. Chiara Schiarat, soprano. Christophe Giovanninetti, violon. Camille Fontenot, violon. Michel Letiec à la clarinette, que vous avez entendu dans Gershwin Summertime. Florent Audibert au violoncelle. Antoine Sobchak à la contrebasse. Mikaela Rabankova au hautbois. Aude Giuliano à l'accordéon. Anne-Cécile Cugnot à la flûte. Karine Letiec à l'alto. Diana Ligeti au violoncelle. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir jouer pour vous dès maintenant dans les collections du musée. Nous vous accueillons pendant 3 heures. Donc, dès l'entrée, nous serons là. Nous attendrons avec vous s'il faut attendre. Nous serons là jusqu'à 23 heures dans toutes les collections du musée. Tous les musiciens seront là dans des formations différentes. La musique réchauffe. Nous avons entendu le message de notre ami Hubert Reeves. Merci à vous tous, merci à toutes les personnes qui se sont investies pour organiser cet événement absolument exceptionnel. Et surtout, merci à vous tous d'avoir pu le vivre tous ensemble.